je vais apporter quelques éléments d'information complémentaires à ce qui vient d'être dit. Ce qui vient d'être dit, qui est un cadre de référence tout à fait important pour vous faire comprendre ce qu'est la politique européenne actuelle en matière d'intégration. Je vais être un petit peu moins positif parce que je vais avoir à vous exposer un de ces dispositifs d'intégration qui peut aussi être vu comme un dispositif d'exclusion dont parlait Jean-Claude Béaco il y a quelques minutes. Je serai assez rapide. Je souligne que ce que je veux faire, c'est vous donner les éléments d'un dossier, d'une part pour juger, vous permettre de juger de ce qui se passe, non pas en Europe en général, mais en France en particulier, en ce moment, et d'autre part, élément d'un dossier pour vous aider à réfléchir à votre propre problématique, peut-être pas la problématique actuelle, j'ai entendu dans les exposés précédents, et je pense que mon collègue coréen va confirmer que la situation n'est pas encore celle-là, ni au Japon ni en Corée, mais peut-être s'agit-il pour vous de réfléchir à l'avenir. Alors je commenterai rapidement un petit nombre de diapositives qui vous permettront, je l'espère, de vous faire une idée. J'ai souhaité d'abord ceci, simplement, quelques secondes. Voilà, c'est tout. Donc je vais revenir à mon exposé. Il s'agit non pas de l'intégration de migrants qui viennent, par exemple, simplement travailler en France, mais de l'intégration, et une intégration, je vais dire, beaucoup plus radicale, celle qui va mener à l'accès à la naturalisation, c'est-à-dire à la citoyenneté française. Un débat est né en France en novembre 2011 à ce propos. De nouveaux textes législatifs et réglementaires français viennent instaurer à la fois de nouvelles définitions, celle d'un français langue d'intégration, FLI, et les moyens de vérifier la bonne appropriation d'un certain niveau, donc de manifester des compétences en français pour obtenir la citoyenneté française. Alors, il est inutile, bien sûr, de vous livrer tout le texte du ministère de l'Intérieur, direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté. J'en ferai ressortir simplement quelques points. La loi française fait de la maîtrise de la langue française une condition nécessaire pour acquérir la nationalité. Les mots suivants sont très importants. Cette maîtrise est en effet une preuve d'assimilation à notre société. Assimilation signifie rendre semblable, action de rendre semblable. Que devront faire les candidats à la nationalité française? Ils doivent déjà, à partir de janvier 2012, prouver qu'ils maîtrisent le français au niveau B1 oral du cadre européen de référence. Les candidats devront prouver cela par un diplôme ou une attestation. Immédiatement, des réactions se sont fait jour, notamment sur le principe, mais aussi sur les modalités, sur la mise en œuvre de telles mesures. Particulièrement, de nombreux signataires, dont certains sont présents d'ailleurs parmi nous,
particulièrement des universitaires, ont refusé, ont-ils dit, d'être instrumentalisés et de jouer à travers les nouveaux dispositifs et moyens mis en œuvre un rôle qu'ils ne veulent pas jouer ou auquel on les associe dans de mauvaises conditions. Une lettre au ministère de l'Éducation nationale. Alors, quel est le fond du débat ? À mon sens, il y a deux questions. La première question a été traitée par Jean-Claude Béaco il y a quelques minutes. Mais bien sûr, elle fait effectivement débat, il l'a souligné. Faut-il parler la langue d'un pays pour en devenir citoyen par naturalisation? C'est la première question. Elle est soumise à votre jugement et à votre réflexion dans les cas qui vous préoccupent. Deuxième question, comment et par qui cette compétence à parler la langue doit-elle être évaluée? C'est un deuxième ordre de questions. Alors, quel est l'état des lieux actuel? Il y a eu 3 textes clés qui sont sortis en 2011. Une loi, un décret d'application et un référentiel technique, lui bien sûr, pour établir les conditions de réforme du contrôle de la connaissance de la langue française, je répète, par les candidats à la nationalité, pas à la résidence dans le pays. La loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, comme ce que je viens de dire l'exprime, ne concerne pas que la question linguistique. Notamment, de manière assez contradictoire avec les positions linguistiques du Conseil de l'Europe, elle assure la transposition de 3 directives européennes. Une directive retour concernant les ressortissants en séjour irrégulier. Une deuxième directive, au contraire, favorisant, dans certaines conditions, mais pas toujours, l'entrée, l'arrivée et la naturalisation de personnes ayant un emploi hautement qualifié. Et troisième, la directive européenne, des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de personnes en séjour irrégulier. On voit donc l'ambiguïté de la situation. Parlons maintenant très techniquement et en quelques mots du référentiel qui va permettre une évaluation. Point important et complètement discuté à ce jour, deuxième ligne de ce que vous voyez sur la diapositive, la connaissance et l'usage de la langue du pays d'accueil constituent le premier facteur de l'intégration, car ils permettent une vie sociale normale. Un peu plus bas, pour les 130 000 étrangers qui deviennent français chaque année, la langue française doit pouvoir devenir une langue première. Vous voyez bien que mes paroles, sinon ma propre pensée, sont en violente contradiction avec ce que vient de dire mon collègue et néanmoins ami Jean-Claude Béaco. Pour les adultes, le parcours nécessite souvent une formation. Pour les enfants, il est à l'école. Alors, les nouvelles dispositions, je vais passer rapidement là-dessus, sur leur technicité. Je vais relever simplement un point. Le concept de français langue d'intégration est doté d'une définition qui est couverte par la délégation générale à la langue française, qui est une branche du ministère de la Culture français. Le référentiel dont il est question est conçu comme un outil, un simple outil. Je répète, il va permettre une évaluation, et cette évaluation s'appelle un label qualité FLI, qui est créé par décret.
pour les administrations publiques et les experts. Ce label est l'outil dont disposeront les associations, les entreprises, les collectivités. Quand la formation est bénévole, nous avons parlé de bénévolat à propos du Japon, il s'agit d'un agrément, simplement. Les termes diffèrent. Le champ d'application du FLI, en résumé, c'est le label FLI, FLI, français langue d'intégration pour les organismes de formation, et l'agrément FLI, FLI, pour les associations de bénévoles. Je dirais juste quelques mots du référentiel lui-même. Vous voyez qu'il est constitué de 5 parties. D'abord, le domaine d'application, que je viens d'évoquer. Ensuite, un certain nombre de définitions qui sont autant de présupposés, d'affirmations assez brutales, en tout cas elles ont été perçues comme telles, concernant l'enseignement-apprentissage du français en France. Ensuite, 3 sections, beaucoup plus techniques, mission et fonction d'un formateur, mission et fonction des intervenants bénévoles, enfin, conditions d'obtention du label. Les objectifs. C'est très important de bien regarder ces mots-là. Le français langue d'intégration, qui est défini dans le référentiel par rapport au français langue étrangère, au français langue seconde, etc., n'est pas une langue en soi et pour soi, mais un processus de construction de compétences socio-langagières, dit le texte. Très poétiquement, on évoque une marche vers une langue horizon. Vous savez qu'en réalité, l'horizon recule toujours au fur et à mesure que vous avancez. C'est inquiétant. L'idée force toutefois est que l'utilisateur doit pouvoir être doté d'un certain nombre de compétences et, par conséquent, pouvoir opérer un certain nombre d'actes sociaux, se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées, produire un discours simple, raconter un événement ou un rêve. Joli. Niveau B1 du CECR. Alors, je donne une toute petite idée immédiatement du marché qui s'est ouvert à la suite de ces textes. Bien entendu, des organismes de formation linguistique, publics ou privés, des universités, mais aussi des organismes privés, se sont engouffrés dans cette part de marché. Et c'est un exemple que j'ai pris là, test de langue Bulatz, développé par Cambridge ESOL. Exemple Bulatz, une référence que je vous laisserai si vous voulez. Information, démonstration, centres agréés, presque d'utilité publique, en réalité, bien sûr, une démarche commerciale. Alors, quelle est la problématique de toute cette histoire? On peut voir plusieurs lignes de force, si vous voulez, dans le questionnement que nous imposent ces textes. D'abord, on a un texte législatif, vous vous rappelez, la loi de 2011, qui est placée sous couvert européen. Un petit peu comme si c'était, très logiquement, dans la ligne de la politique européenne, qu'était adoptée cette législation. Deuxièmement, il y a un texte réglementaire qui est mal engagé. On l'a dit au début, la concertation n'a pas été bonne. Les universités qui ont déjà des formations se sont trouvées devant le fait accompli. Ensuite, ce texte réglementaire prête à ambiguïté. Il s'impose à tous et sa mise en œuvre n'est pas simple. Enfin, les textes portent sur un domaine de compétences élargi qui entraîne des questions très variées
de légitimité, non pas de légalité, puisque c'est une loi, mais de légitimité, de partenariat qui va faire le travail, comment, de concertation, je l'ai déjà dit, et surtout d'application. Les enjeux sont multiples. Déterminer la possibilité de la naturalisation par un test de langue de ce type suscite des questions qui relèvent de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire de l'intégration ou de la police. Des aspects juridiques sont en jeu. Est-ce que la puissance publique ne se décharge pas sur le privé de ses droits et devoirs? Du point de vue scientifique, tient-on compte de la recherche tant du côté linguistique que du côté sociologique en matière d'immigration? Où sont les lieux de décision, d'élaboration, de décision? Ensuite, professionnellement, comment les choses se passent-elles? Quelle formation? Là, je me réfère encore à ce qu'a dit Jean-Claude Béaco. Il y a une infinité de situations qui font qu'il est très difficile de partir d'un seul type de texte pour catégoriser ou éliminer des personnes. Politiquement, une adhésion est demandée. Il y a des postulats non démontrés, donc, par nature, dans les textes que j'ai évoqués. Et contextuellement, conjoncturellement, maintenant, nous sommes en période préélectorale en France, et on peut considérer que ces textes interviennent à un moment stratégique pour le gouvernement. Je le dis, je répète avec objectivité. Alors, il y a eu des réactions et des débats. Ce qu'il me reste à vous dire, en fait, consiste à vous renvoyer à un certain nombre de sources. Elles sont très variées. Textes de l'Université de Tours, lettres au ministre, propositions de l'Université Paris 8, réponses et échanges, contradictoires, j'insiste dans les références que je donne, pour et contre les nouveaux dispositifs. Alors, le FLI est-il un facilitateur d'intégration? Vous voyez que ça, c'est le document, le site officiel du ministère. Ou bien le FLI est-il un outil de contrôle, comme le montrent d'autres textes officiels de la préfecture de police de Paris, qui cachent beaucoup moins le jeu que les textes du ministère, évidemment, précédent. On a été appelé à parler par jeu de mots, même en France, dans cette polémique, non pas de FLI, FLI, mais de flic, qui, vous le savez, veut dire policier en argot français. Ce n'est pas le FLI, mais le flic qui contrôle. Vous aurez peut-être, pour certains d'entre vous, appris un mot d'argot français aujourd'hui, un flic. Corp. Référence pour aller plus loin, et je termine là-dessus. Vous voyez, il y a des choses téléchargeables, visibles sur Internet très facilement. Il y a des références sur RFI, Radio France Internationale, ou Arte, etc. J'ai voulu, non pas en conclusion, mais simplement parce que je pense que c'est correct aussi de vous donner cet élément d'information, insérer ici le tableau, un tableau qui j'espère est lisible et qui reflète la situation au niveau européen. La France n'est pas la seule à avoir une politique en la matière. Nous avons ici l'Allemagne, notamment, avec un test payant. Là aussi, il y a une privatisation, ou enfin une forme de commercialisation de la passation du test. Voilà, je m'en tiendrai là, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention.